Nous avons affaire à un architraître, un espion hors pair. L'affaire Redl est emblématique de la chute de la double monarchie austro-hongroise et de l'atmosphère de fin du monde qui y régnait. Il y est question d'ambition, de vie de luxe et d'une certaine caste militaire. On y aborde le thème récurrent de l'espionnage et de la trahison à la patrie. On touche là à l'histoire universelle. Le 25 mai 1913, Alfred Redl, officier de l'armée austro-hongroise, loge pendant quelques jours à l'hôtel Klumser à Vienne. Son séjour dans la capitale est d'ordre privé. Il est déjà tard lorsqu'on frappe à sa porte. Des hommes des services secrets l'accusent d'être un traître à la nation, un espion. Redl avoue immédiatement et demande à se donner lui-même la mort. Les hommes lui remettent un revolver avant de quitter l'hôtel. Quelques minutes plus tard, le coup fatal retentit. Le suicide de l'officier de 49 ans fait scandale et ébranle l'Empire tout entier. Aujourd'hui encore, l'affaire Redl intrigue les historiens comme Verena Moritz, qui ne cesse de découvrir de nouveaux éléments. Voici le dossier Redl. Une liasse de documents bien fournis. Le fameux dossier. Oui. Contient-il des indications concrètes sur les informations que Redl a révélées? Il a dévoilé des livrets militaires et d'autres éléments de la plus haute importance, comme l'ordre de bataille et des plans de mobilisation autrichiens. L'ordre de bataille est un organigramme représentant la structure de commandement d'une formation militaire en cas de guerre. Il a photographié ces documents page après page pour les divulguer. Il a aussi transmis aux Russes une liste des endroits où des mines avaient été posées en cas de guerre, comme sous des ponts ou des postes de communication. Et c'était une information capitale pour l'ennemi. Nous avons ici un tas de documents top secrets qu'il a transmis aux Russes, aux Français ainsi qu'aux Italiens. Cela signifie que les grandes puissances ont été largement alimentées par Redl. Redl divulgue des secrets à un moment où des crises mondiales avaient déjà éclaté. Comme la crise bosniaque en 1908, ou les guerres balkaniques de 1912 et 1913. Personne ne pouvait ignorer que la Grande Guerre était imminente et inévitable. On note alors un regain d'activité de Redl, qui doit et parvient en ces temps de crise à trouver preneur. Ce qui rend cette affaire encore plus sordide, c'est la position qu'occupe Alfred Redl. Entre 1907 et 1911, il est adjoint au chef des services secrets de l'armée austro-hongroise. Et au moment de sa trahison, il est chef de l'état-major du 8e corps d'armée à Prague. Il n'éveille d'abord aucun soupçon lorsqu'il demande à des collègues de lui remettre des documents secrets sensibles. Ensuite, son poste clé de chef de l'état-major lui donne accès à des documents secrets de la plus haute importance.
Bien entendu, toutes les armées avaient leur lot d'espions. Mais un espion de cette envergure et de ce rang, c'était du jamais vu. C'était un espion hors pair. Au sens littéral, oui, absolument. Irréprochable officier au service de l'empereur le jour, photographe la nuit. 413 pellicules, soit des centaines de pages de documents sensibles. Après avoir accédé à ces documents, trouve-t-il lui-même ses acheteurs ou est-il un officier à la solde des Russes? Comment procède-t-il? Il se professionnalise jusqu'à devenir un as dans son domaine. Au début, il recopiait souvent les documents à la main, ce qui lui a valu quelques critiques. Puis, on lui a demandé de photographier les documents, et c'est ce qu'il a fait. Il s'est doté de matériel onéreux et a commencé à photographier ces documents. Une fois les photos développées, il les mettait dans une enveloppe qu'il envoyait en poste restante à l'endroit indiqué par ses agents de liaison. C'est donc un procédé on ne peut plus banal. En tant que chef adjoint des services secrets autrichiens, il avait pour mission d'espionner l'Empire des Tsars, où il avait par ailleurs établi un réseau d'agents. Et en même temps, il était le meilleur espion des Russes en Autriche, dans l'état-major autrichien. A-t-il trahi son réseau d'agents à Moscou et à Saint-Pétersbourg de son propre chef? Oui. On peut parler d'une schizophrénie grotesque de Redl. D'un côté, il crée des réseaux d'agents contre la Russie, et de l'autre côté, sous la pression des Russes, il trahit ses agents qu'il avait lui-même recrutés. Il a transmis aux Russes ses listes d'informateurs, qui constituent d'ailleurs pour nous des preuves de ses méfaits. C'est un agent double au sens classique. Il espionne parce qu'il est une entreprise d'espionnage. Il offre par lui-même ses services et il agit de manière très habile. Il aura fallu toute une décennie avant de le démasquer. Jusqu'à la fin, les Russes n'ont jamais su qui il était, ni ce qu'il faisait. Ils ignoraient tout de son identité. Alfred Redl est un enfant typique de la monarchie austro-hongroise. À 15 ans, il intègre l'école des cadets Karthaus, près de Brno, où il sera un élève brillant. Il sortira également de l'Académie militaire de Vienne avec d'excellentes appréciations. Redl ne peut se contenter de travailler dans un bureau des chemins de fer de l'armée. Il vise plus haut. Un autre grand avantage pour Redl, c'est qu'il était polyglotte. Il maîtrisait le ruthène ancien, parlait le polonais et l'allemand et avait appris d'autres langues. Ce bagage lui a été très utile. Le père de Redl était employé des chemins de fer. Redl a gravi l'échelle sociale depuis un niveau très bas. Il a franchi toutes les étapes de la carrière militaire. Il était considéré et se considérait lui-même comme exceptionnellement brillant. Il n'était pas courant que quelqu'un de sa condition parvienne à un rang aussi élevé. D'autant plus que l'armée austro-hongroise était très cloisonnée. Ce qui a peut-être favorisé cette ascension, c'est que les services secrets ne jouissaient pas d'une réputation prestigieuse au sein de l'armée et constituaient donc une porte d'entrée privilégiée pour les jeunes officiers d'origine plutôt modeste qui voulaient gravir les échelons. Des analyses graphologiques démontrent qu'Alfred Redl s'est lui-même attribué l'une ou l'autre des excellentes appréciations contenues dans son dossier. Cela témoigne bien de son ambition démesurée et de son manque manifeste de scrupules.
Et cela révèle une dimension psychopathologique de son caractère. Oui, c'est un homme qui veut arriver au sommet et qui, pour y parvenir, n'hésite pas à duper même ses plus proches confidents. Redl a prétendu avoir commencé ses actes de trahison vers 1912. Mais c'est faux. Des documents russes attestent qu'il avait déjà commencé en 1903. D'autres documents encore tendent à prouver qu'il aurait déjà débuté au tournant du siècle. Il est donc difficile d'estimer la quantité et la qualité des documents qu'il a dévoilés, en plus des documents listés ici. On peut imaginer qu'il a tout d'abord divulgué des informations de moindre ampleur. Il n'aura commencé à divulguer des informations plus importantes que lorsqu'il a pris confiance et s'est senti en sécurité, notamment à partir de 1907, dans sa fonction de chef adjoint des services secrets. L'affaire Redl fait très rapidement scandale. Son suicide a lieu dans la nuit du 24 au 25 mai. Et en quelques jours, voire quelques heures, les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Amplifié par un média qui connaît alors ses heures de gloire, la presse. Les influents journaux relatent très vite l'affaire et émettent des spéculations sur les raisons de ce suicide. Il n'était tout de même pas chose courante qu'un officier de haut rang de l'état-major mette fin à ses jours. On a évidemment tenté d'étouffer l'affaire, car il n'était pas dans l'intérêt de l'armée qu'elle s'ébruite, mais il était déjà trop tard. Est-il possible que les agissements de Redl aient caché des motifs patriotiques? Ou n'était-il qu'un pur technocrate, un professionnel dans son domaine? On n'a trouvé aucun élément attestant d'éventuels motifs patriotiques. Il est plus probable qu'il ait agi pour un motif beaucoup plus trivial, l'argent. Au bout d'un certain temps, il commence à mener le train de vie d'un officier de la noblesse. Pour cela, il a besoin de sommes d'argent colossales que ne lui rapporte pas son emploi, pourtant bien rémunéré. Il est donc en quelque sorte contraint de trouver des revenus accessoires, d'autant plus qu'il avait des dettes. Comme on le voit ici, il gagnait très bien sa vie. Ces 103 391 couronnes austro-hongroises équivaudraient aujourd'hui à environ 500 000 euros. Sa fonction de chef d'état-major lui rapportait l'équivalent de 75 000 euros. Oui, 75 000 euros par an, qu'il utilisait d'une part pour mener la grande vie, mais surtout pour financer ses amants. Une de ces liaisons qui le conduiront à sa perte est celle qu'il entretenait avec Stefan Horinka, un jeune officier de la garnison de Stockerau. En parcourant ces documents, on a l'impression que Redl achète son amour. Oui, il le couvre régulièrement de cadeaux onéreux comme des voitures et beaucoup d'autres attentions. Il entretenait manifestement aussi des relations amoureuses avec ses domestiques. Mais son histoire avec Stefan Horinka était primordiale à ses yeux. En société, il présentait d'ailleurs astucieusement cette relation comme une relation d'oncle à neveu. Mais lorsqu'il remarque que le gentil Stefan, comme il l'appelait, lui échappe, il lui cherche immédiatement un remplaçant, à savoir le beaucoup plus jeune frère de Stefan Horinka, alors âgé de seulement 16 ou 17 ans.
Les enquêtes ont révélé des éléments étonnants, notamment les enquêtes sur place, à Prague, qui ont mené à la découverte de photos pornographiques répugnantes. Oui, on a trouvé des photos de Redl en costume d'Adam, comme on dit. On a aussi trouvé des photos croustillantes de ses domestiques, ou encore de Stefan Horinka. Les journaux ont également rapporté qu'il y avait des photos de Redl en petite culotte, faisant de lui la risée de la presse à scandale. Tout n'est qu'affaire d'argent. Tous jouent le jeu parce qu'ils sont payés par l'oncle Alfred, entre guillemets. De plus, ce sont les mœurs de l'époque. Tout le monde peut être acheté. Alfred Redl peut être acheté, tout comme Stefan Horinka et les domestiques. Tous ceux en rapport direct avec ce scandale ont été achetés. Wenn ich gewusst hätte, dass du so ein Theater machst, wäre ich überhaupt gar nicht gekommen. Das nächste Mal schicke ich dir meinen Burschen mit einem Brief. Une correspondance entre Stefan Horinka et Alfred Redl indique que Horinka promettait de maintenir sa relation avec son oncle, moyennant de plus amples compensations financières, qu'Alfred Redl n'était peut-être plus en mesure de payer. Horinka écrit à Redl : « Tu me menaces d'un destin funeste si je ne satisfais pas tes volontés. Eh bien, soit. Je préfère périr plutôt que d'être ta prostituée. » Et ainsi de suite. Et voici une autre lettre de Redl. Elle laisse, semble-t-il, transparaître un chantage. Si Redl insistait toujours sur le côté paternel de cette relation, Stefan Horinka, quant à lui, a affirmé aux enquêteurs avoir été séduit par Alfred Redl et ne pas être fondamentalement homosexuel. Cela ne lui évite pas une condamnation, mais il s'en sort à bon compte. Il est condamné à 2 mois de cachot pour crime de prostitution contre nature. C'est une peine relativement légère. Tout ce que nous savons de Redl dépeint une personnalité extrêmement antipathique, déplaisante et à certains égards même repoussante. On ne trouve vraiment pas grand-chose de positif sur lui, mis à part que c'était un très bon agent secret et qu'il était doté d'une intelligence remarquable. Alfred Redl se croit désormais intouchable. Sous le pseudonyme Nikon Nitsetas, il se fait régulièrement envoyer l'argent gagné en tant qu'espion en poste restant à Vienne. Il ne se doute pas que les services secrets sont sur ses traces. En avril 1913, ils interceptent une de ses enveloppes. La somme d'argent considérable qu'elle contient et l'expéditeur sont suspects. Ils décident donc de tendre un piège à ce mystérieux Nikon Nitsetas. Le courrier restera des semaines durant à la poste centrale de Vienne. Pendant des semaines, des agents civils attendront l'énigmatique destinataire. Ils tombent des nues lorsqu'ils découvrent que l'obscur espion qu'ils doivent appréhender n'est autre que leur ancien chef. Les anciens collègues d'Alfred Redl, qui auparavant l'admiraient, étaient choqués de l'ampleur de sa trahison. Bouleversés, ils se sont contentés de ses déclarations laconiques et de sa description sommaire du contenu des documents qu'il avait divulgués. Bien entendu, la presse leur reprochera plus tard de ne pas avoir consacré assez de temps à l'enquête, de ne pas avoir procédé à des interrogatoires assez poussés, de ne pas avoir assez creusé. L'impensable s'était produit, et les réactions étaient à la hauteur des méfaits commis. On frisait l'hystérie. À ce moment-là, un procès public contre Alfred Redl était absolument inenvisageable. Qu'en serait-il ressorti ?
Cela aurait jeté l'opprobre sur l'armée et impliqué davantage l'opinion publique. Et c'est justement ce que l'on cherchait à éviter. On a très rapidement, voire immédiatement, clos l'affaire du suicide d'Alfred Riedel, en empêchant qu'elle ne soit exploitée plus avant. L'autopsie de Riedel atteste également d'une volonté de préserver à tout prix la réputation de l'armée. J'ai ici un extrait du rapport d'autopsie qui évoque, entre autres, une paralysie cérébrale et un gonflement chronique des méninges. Il est dit que ces altérations pathologiques, d'une gravité inhabituelle, ont incontestablement influé, depuis de nombreuses années, sur l'évaluation de la portée de ces actes par le susnommé, à savoir Alfred Riedel. On a écrit dans ce rapport d'autopsie ce qui arrangeait tout le monde. Il existe d'innombrables raisons pour faire passer Riedel pour un homme qui n'avait plus toute sa tête. Le suicide d'Alfred Riedel était-il réellement volontaire ? Peut-on supposer qu'on a posé le revolver sur la table de Riedel et qu'il a su ce qu'il devait faire? Je crois qu'Alfred Riedel s'est très vite rendu compte qu'il était dans une impasse. Il a donc lui-même pris la décision de s'ôter la vie, conformément au code des officiers de l'époque. Par ailleurs, en ce temps-là, les officiers se suicidaient pour bien moins que ça, notamment parce qu'ils avaient des dettes. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est que l'un des officiers des services secrets les plus hauts gradés du pays ne possédait pas d'armes. Plus bizarre encore, selon le compte-rendu de l'enquête, on lui aurait fourni, en plus du Browning provenant du ministère de la Guerre, son mode d'emploi. Il était d'usage pour les officiers de se supprimer à l'aide d'un sabre et non avec une arme à feu. De plus, il ne portait probablement pas d'armes parce qu'il n'était pas à Vienne dans sa fonction de colonel, mais en tant que personne privée. L'affaire Riedel a eu un énorme retentissement dans les médias. Ils en ont fait leur chou gras pendant des semaines. La presse écrite assurait alors la fonction de ce qu'on appelle, depuis l'affaire du Watergate, la fonction de watchdog, ou chien de garde. Une autre caractéristique de ce scandale est que les gens projettent sur Riedel toute leur peur. Il représente pour chacun l'incarnation de son ennemi. Les antisémites en font un juif, alors que le clergé en fait l'antéchrist. D'autres le voient comme un vicieux, un pervers. Il devient le réceptacle du ressentiment de tous. C'est ce qui lui confère son aura et fait de son histoire, encore des décennies plus tard, une très bonne base pour un roman ou un scénario de film. Un an après la mort de Riedel, l'Europe entière est en guerre. Une question revient souvent. Les agissements de Riedel ont-ils eu une influence concrète sur le déroulement de ce conflit? Sa trahison a-t-elle coûté la vie à des milliers d'êtres humains? Si la Première Guerre mondiale avait éclaté en 1913 et pas à l'été 1914, alors on aurait pu dire que la trahison de Riedel
a eu des conséquences désastreuses. Mais des généraux russes ont affirmé après coup que les informations fournies par Redl auraient plutôt été contre-productives, parce qu'il leur a fallu tenir compte de toutes ces informations et envisager tous les scénarios possibles. Mais si les guerres balkaniques de 1912-1913 avaient déclenché cette guerre mondiale, alors la trahison de Redl aurait vraisemblablement eu un impact historique retentissant. Oui, absolument. Des points d'ombre subsistent dans cette affaire. Si la trahison d'Alfred Redl est colossale, je ne me hasarderai pas à spéculer sur son éventuelle responsabilité, en tant qu'individu, de la mort de milliers de personnes. Mais je laisserai la question en suspens.